Bonjour à tous, bienvenue sur Bangui-Wood. Nous avons le plaisir de recevoir pour notre entretien de la semaine Monsieur Symphorien Crozon qui vient nous parler de sa passion, le basket. Monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Symphorien Crozon, j'ai 40 ans. Je suis propriétaire du site www.nzangue-international.com et de l'auto-entreprise Nzangue Communications. D'accord. Alors, cette passion du basket? Comme beaucoup de Centrafricains, j'ai baigné dans le basket très tôt. Moi, je suis né en 1972. Vous allez vous rendre compte autour de mon entretien avec vous qu'il y aura énormément de dates parce que le basket centrafricain a traversé toutes les décennies. Donc, de 1960 jusqu'à nos jours. Donc, pourquoi le basket? Parce que je me suis intéressé depuis toujours. Et depuis 2003, j'ai vraiment décidé de créer un site pour pouvoir informer les Centrafricains d'abord et l'extérieur sur le basket centrafricain. Alors, l'histoire de Nzangue, c'est quoi exactement? Nzangue est né quand? Moi, je vais vous dire sérieusement, en 2003, lorsque un certain Romain Sato faisait des siennes aux États-Unis, il y a eu un article que j'ai vu sur Internet, justement, c'était le Boston Globe. Donc, il disait « La nouvelle star africaine est née ». Et lorsque j'ai lu cet article, j'ai vu que c'était Romain Sato, né en Centrafrique. Et donc, dès ce jour, j'ai décidé de me dire, Romain Sato peut-être, parce qu'on parlait de lui peut-être éventuellement NBA, j'ai dit, Internet vient d'exploser, je veux peut-être faire quelque chose, mettre une photo de la Centrafrique et juste rappeler un peu d'où vient ce gamin, parce que l'article disait, un gamin qui arrive aux États-Unis à 18 ans, et à 23 ans à peine, il peut peut-être marcher sur les traces de deux Africains qui étaient avant lui, Hakim Olajuwon et Dikembe Mutombo. Donc on a fait le parallèle et c'est là que vraiment j'ai décidé de créer Nzangue International. Alors ça marche? Vous avez des retours? Écoutez, c'est depuis 2003 j'ai conçu le projet. En 2005, le site a ouvert ses portes, si je puis dire, sur la toile en janvier 2005. Pour vous résumer en chiffres, Nzangue en chiffres, entre le mois de mai et le mois d'août, quand l'équipe de Centrafrique joue pour les étés, on a 250 000 connectés par mois. Et après, de septembre jusqu'à donc fin avril, nous avons généralement 3 500 à 6 000 connectés par mois. Est-ce que vous pouvez me donner la définition de Nzangue? Ça signifie quoi exactement? Et pourquoi Nzangue? Nzangue, pourquoi? Parce que moi-même, je suis originaire d'une région où les femmes ont l'habitude de porter, vous savez, les mails. Vous savez, quand vous arrivez en Afrique centrale, il y a souvent le panier là, que les femmes mettent autour de la tête. C'est un panier. Et quand on joue au basket, on joue au panier. Donc j'ai fait juste un rapprochement entre Nzangue et le fait de mettre de la nourriture dans les paniers. Et puis quand on marque les paniers, donc j'ai rajouté international parce que le basket est tout simplement international. D'accord. Et alors, quelle est la vision que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous comptez faire encore dans le futur après cette première phase de connaissance et puis déjà la reconnaissance de mon entourage, je suis content. Mais pour le futur, j'aimerais bien m'orienter à titre personnel vers l'écriture. Parce qu'on aimerait bien, parce qu'il y a tellement de choses à raconter autour du basket centrafricain. Donc nous sommes en train de chercher déjà notre prochaine phase, chercher un éditeur pour qu'il nous aide à résumer un peu tout ce que les anciens basketteurs nous ont raconté pour pouvoir éditer quelque chose. Ça, c'est vraiment dans un avenir, je dirais, dans le court terme. D'accord. Vos informations, vous les puisez où? Le problème, c'est là que je ne suis pas très content parce que j'aurais souhaité avoir un interlocuteur à Bangui, un fidèle, pour qu'il puisse me ravitailler régulièrement. Quelqu'un en place, quoi. Mais ça ne se passe pas comme nous, on le souhaiterait. C'est-à-dire c'est-à-dire que les personnes ne travaillent pas à notre rythme. Donc, une phase qui serait intéressante je pense, cette année, puisque je devrais descendre à Bangui cet été, c'est de pouvoir former quelqu'un à nos méthodes de travail. C'est-à-dire pour qu'on puisse nous donner des informations en temps et en heure. Alors, dites-nous maintenant le bilan du basket centrafricain après Yassy Toungou. Ça se passe comment? Où est-ce que ça en est, le basket centrafricain aujourd'hui? Déjà, Yassy Toungou, c'était décembre 1987. Donc, Yassy Toungou, en décembre 1987, il faut savoir que les basketteurs qui étaient sur le terrain sont des hommes maintenant, qui sont des gens qui sont nés entre 1960 et 1963. Avant eux, il y avait une autre génération, puisque en 1974, la Centrafrique a été championne d'Afrique. Ces gamins de l'époque-là ont donc hérité quelque chose donc, de leurs aînés, de leurs pères. Donc, il y a eu une transmission. Et donc, 87 s'est construit sous nos yeux, puisque tout a été fait à Bangui.
avec des anciens noms. Le ministre de Jeunesse et Sport en 87 n'était autre que le meilleur joueur africain de 1974, Gaston Gombor. Donc ne pas le citer ne serait pas bien. Donc ils ont eu un héritage direct, il n'y a pas eu de rupture entre les générations. Donc tous ces faits, ils se sont transmis et puis si vous êtes d'origine centrafricaine, vous voyez Bangui comment c'est. Donc non seulement la chance que les gamins ont à Bangui, c'est de voir des basketteurs internationaux venir directement entre guillemets au quartier avec eux. La transmission se fait très bien et puis africains que nous sommes, c'est de tradition orale. Après 87, la Centrafrique est partie représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques de Séoul. Et c'est à partir d'ici que effectivement la transmission ne s'est pas bien faite entre la génération 87 et ceux qui ont suivi. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est former davantage des éducateurs. Et puis surtout, appeler les jeunes qui sont tous devenus professionnels, ceux que nous, dans le site, on a appelé les héritiers de Yassi Toungou. Parmi ces gens, il y a des gens qui sont devenus, qui ont pu partir à l'étranger, devenir professionnels, plus ou moins. Il faudrait que chacun vienne maintenant donner cette expérience. Ils ont tous été dans des clubs. Moi, je parle vraiment des basketteurs. Ils ont tous été dans des clubs différents. Mais il faudrait qu'ils reviennent, qu'ils retransmettent exactement comme la génération des Serifio, de tous ces gars de 74 ont transmis à 87. Il faudrait qu'eux aussi ils reviennent transmettre un parrainage ou gérer un club, même à distance. Et c'est ça, je crois, déjà, ça c'est le premier devoir de tous les basketteurs. Quand ils sont en Europe ici, pendant les périodes estivales, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils transmettent aux jeunes de clubs dans lesquels ils sont. D'accord. Alors que dans leur pays, il n'y a pas de camp. C'est pas normal. Ça, c'est ce que je leur dis régulièrement. Certains se fâchent avec moi, mais je leur dis la vérité. Et c'est une vérité. Vous avez, je sais que dans ce milieu-là, vous avez quand même une très bonne image. Les basketteurs vous connaissent. Croient beaucoup en vous, je suppose qu'ils prennent souvent contact avec vous, donc je pense que vous êtes vraiment la personne qui pourrait contact derrière eux, d'accord. Alors nous, comment on travaille tous les 2 ans, lorsqu'il y a le championnat d'Afrique des Nations, nous établissons une liste avec tous les joueurs, nom, prénom et puis les contacts, pour ne serait-ce que les contacter, nous déplacer pour aller faire des entretiens au cours de l'année sportive, sachant qu'une année sportive c'est de septembre à juin. Après on les laisse tranquilles, ceux qui nous répondent, parce que tous ne nous répondent pas. Il faut dire la vérité. L'image, on voit la solidarité, tout ça. Bon, je ne rentre pas dans les dessous de table, mais tous ne lui répondent pas. Mais néanmoins, notre démarche, elle est faite dans ce sens-là. Et c'est quoi? Est-ce que c'est le temps qui leur manque? C'est pas le temps. Moi, je pense que c'est une motivation personnelle. C'est une volonté personnelle. Il n'y a pas de... Je pense qu'ils sont Il n'y a pas un désir d'aider la RCA disons, moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ne répondent qu'aux appels de la sélection. C'est-à-dire qu'entre 2 sélections, c'est rare de voir un basketteur centrafricain prendre 50 kilos d'excédent de bagages, aller faire un camp, même dans le club où il a grandi, qui a évolué. Et ça, c'est la première chose que je leur ai dit. Le premier à qui j'ai dit ça, c'est l'ambassadeur du sport centrafricain aujourd'hui, Romain Sato. Alors, quel bilan vous faites finalement de l'autorité du basket en RCA? Ça avance doucement ou c'est encore, on est encore à la traîne? Disons, moi je dirais que ça avance à la centrafricaine. Ça veut dire que les centrafricains ont une capacité de réagir dans des moments urgents. On peut du jour au lendemain se transcender et puis avec rien faire des résultats. Pour preuve, nous sommes en 2013. Depuis 2003, l'équipe de Centrafrique, avec tout ce que les gens et certains entendent, les préparations entre guillemets bancales, l'enveloppe qui arrive au dernier moment, les mises au vert, la Centrafrique est toujours en quart de finale. Donc, nous qui sommes souvent en conférence, en zone de presse, on entend, il y a des spécialistes, on voit les matchs que certains directeurs techniques vont plus acheter. Donc, la Centrafrique a une place particulière dans le sport, le basket centrafricain, en tant que basket africain. On est vu comme un pays techniquement où le niveau de basket est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a le passé, il y a tous ces anciens, parmi tous ces anciens, tous n'ont pas disparu. Il y a cette transmission, elle se fait, même si c'est un peu saccadé, il y a quelque chose. Après, qu'est-ce qui manque? 1, le mode de fonctionnement, et puis 2, l'implication de tous les acteurs. Tous, la génération 87, la génération 74, ils ont fait leur travail. Et puis après, il y a tous les héritiers de Yassi Toungou, là. Tous ceux qui sont arrivés après, qui sont en France, ceux qui vont nous regarder maintenant, il faut descendre à Bangui de temps en temps, faire des camps. Laisser un peu la convocation du staff technique, mais entre 2 calmes, aller à Bangui, aller à Koudoukou, aller je ne sais où, faire des camps pour montrer le geste aux petits.
J'espère que les téléspectateurs vous entendent. J'espère aussi. Et ce sont ces petites choses qui vont faire que le basket va avancer. C'est pas forcément doubler le budget du fonctionnement, je sais pas. Depuis 2003, le budget de fonctionnement, moi je vais être franc, j'ai vu entre 300 et 450 millions. On peut dire c'est peu ou c'est pas peu, on arrive toujours en quart de finale, tout le monde arrive satisfait, les primes de match, les joueurs sont réglés. Donc après, il nous manque des choses, le mode de fonctionnement. Toutes les fédés ne travaillent plus avec la même structure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut changer un peu. Donc vous nous parliez tout au début de votre projet d'écrire un livre. Vous avez déjà du monde avec vous sur ce projet? Ben, disons, j'ai le récit. Enfin, c'est plus un récit avec les anecdotes de tous les anciens. D'accord. Et pour la petite histoire, je devrais être à Bangui début août. Donc, il y a des anciennes gloires du basket centrafricain qu'on ne connaît pas. Il y en a quelques-unes qui sont encore à Bangui. Parce que le basket centrafricain, avant 60, il y avait la Ligue de Lubangui-Chari. Il se passait déjà des choses. Et après, il y a eu les années 60. Ainsi de suite, et donc il va falloir que je remonte un peu l'histoire pour pouvoir que la jeunesse d'aujourd'hui s'informe et sache. Donc à ce sujet, j'ai par exemple une anecdote. En 1968, quand il y a la Centrafrique à la première Coupe d'Afrique des Nations à Casablanca, le président de la Fédération centrafricaine de basket à l'époque, le CPOA, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ériger des photos des basketteurs centrafricains dans les rues de Casablanca entre l'aéroport et leur hôtel. C'est génial. Donc c'était du jamais vu en Afrique. Donc, ces acteurs-là, certains sont vivants. Il y a des gens qui sont là, donc il y a des anecdotes comme ça. On va essayer j'ai trouvé déjà un éditeur, dont je donne le nom. On va essayer de remonter le temps au travers de ces récits et vous aurez beaucoup de témoignages. Parce que quand on regarde mon site, il y a énormément de dates et on fait référence à l'histoire. Et en bon africain, il ne faut pas oublier nos vieux. Donc voilà, il ne faut pas les oublier. Donc je crois qu'on leur donner la lumière aussi pour qu'eux ils puissent être exposés et de transmettre. On essaiera de voir pour un livre pour 2015, mais ça à voir. Bon, ça avance. Ça avance. J'ai pu voir que vous nous avez ramené quelque chose que vous souhaitiez... Non, mais c'est juste un prospectus qui reprend un peu les temps forts du basket centrafricain. D'accord. Avec les importantes dates, les hommes qui ont été distingués. Mais c'est un prospectus que vous pourrez trouver en ligne très prochainement. D'accord. Vous pouvez nous le montrer? Oui, je peux vous le montrer. Il se présente comme ça. Ok. Je vous montre, vous allez le présenter. Donc les Bamara de Centrafrique. Très bien. Donc c'est un peu la carte de visite du site et de tout ce qu'on fait depuis 2003. D'accord. Donc avec des dates chronologiques, mais vérifiées par les anciens basketteurs. Donc on rajoute au fur et à mesure. Les informations. On fait un lifting, on réactualise. Et ce document nous permet, quand on est par exemple en tribune presse, de le donner aux officiels qui sont dans les tribunes. J'ai eu à remettre ce document à des ministres de la Jeunesse et des Sports lors de l'Afro-Basket à Antananarivo. Donc, et puis il y a d'autres officiels aussi, juste qu'ils lisent, qu'ils sachent au moins d'où on vient, qui nous sommes, et quand même l'historique, quand vous voyez de 68 jusqu'à Romain Sato, qui gagne l'Euroleague en 2011, il s'est passé énormément des choses. Donc, comme on dit, les paroles sont bonnes, les écrits restent. Nous, les Africains, les traditions orales, tout s'en va, mais il faut matérialiser. Et c'est très important. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci de votre éclairage sur ce sport tant aimé de la RCA. En Centrafrique, quand l'équipe nationale de basket joue, il n'y a pas moins de 3 millions de personnes qui retiennent leur souffle. Donc, on est tous fans. On est tous fans du basket et puis quel que soit l'âge et les problèmes qu'il puisse avoir, je pense que le basket va toujours faire lever les foules centrafricaines. Il y a des joueurs qui se sont révélés lors du dernier préparatif d'Afro-Basket. Je pense à Yohan Gribongo, je pense à des gamins comme ça qui ont fait un super tournoi et puis surtout que le Palais Omnisport a été réhabilité, donc c'est déjà une enceinte, c'est déjà une très bonne chose. On va avoir des joueurs qui vont se révéler et il faut juste les aider, les accompagner. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Merci. Merci à vous. L'entretien se termine. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve très vite sur www.banguiwood.com pour d'autres entretiens. À très bientôt. Restez connectés.